Are you ready? The champ is here! Yes, man! Give me a hell yeah! What the Rock is cooking? To be the man, you have to be the man! Big Papa Pump! It's your hookup! Flawless. Holler! MDMA! Rest in peace. Raw is Jericho! Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rob Break. Alors maintenant ce n'est plus une surprise, dans ce podcast nous allons parler de catch évidemment. Alors avec moi aujourd'hui comme d'habitude, deux personnes. Tout d'abord on va accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Eh ben, bonjour Vincent, bonjour Kevin, et puis bonjour à tous nos auditeurs. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à parler de catch? Et on a vraiment des sujets très hot, comme on dit. Ah bah, prêt pour Bound for Glory, prêt pour parler de la GFW aussi, surtout la GFW. Alors la JFW, si vous ne savez pas encore ce que c'est, eh bien restez à l'écoute, vous le saurez tout à l'heure. Ah ah. En attendant, on accueille Kevin. Bonjour Kevin. Eh ben, salut Vincent, salut Alex et salut tout le monde. Alors est-ce que toi aussi tu es prêt à parler de Bound for Glory et puis eh bien de la GFW, par exemple? Mais carrément, on a des sujets qui vont permettre de bons débats là. Ça va être sympa. Alors comme tous les deux vous êtes motivés, moi aussi, et j'espère que vous aussi, amis auditeurs et auditrices. Alors tout de suite, c'est le début de Rob Break. Read my lips. You're fired! Eh bien ça y est, nous revoici donc dans Rob Break. Premier sujet, TNA Bound for Glory, le gros pay-per-view de l'année de la fédération, la petite fédération qui est la TNA évidemment aujourd'hui. On va donc commencer comme d'habitude avec les résultats. Alors il faut savoir que ce pay-per-view a eu lieu au Japon, à Tokyo évidemment, au Korakuen Hall. Alors, excusez-moi, je ne parle pas vraiment japonais, donc j'ai un peu du mal à vous le dire. Donc c'est évidemment commenté par Mike Tenay et Taz, qui je pense n'était pas d'ailleurs au pay-per-view. Tiens donc, bizarre. Donc un pay-per-view entre la TNA et la Wrestle One. On commence donc avec les résultats. L'ouverture du show, c'est donc Minoru Tanaka qui bat Manic. Ensuite on a Ethan Carter 3 qui bat Ryota Hama. On continue avec MVP qui bat Kazuma Sakamoto, anciennement Sakamoto directement à la WWE. Rappelez-vous avec Tensai. On a ensuite un three-way match pour le TNA X Division title entre Samoa Joe, l'actuel champion, Kaz Hayashi et Loki. Un match vraiment excellent avec une victoire de Samoa Joe qui conserve donc son titre. On continue avec un match en équipe, 100% Wrestle One. Donc là on a Jiro Kuroshio et Yusuke Kodama qui battent Andy Wu et El Hiro del Pantera. On a ensuite un match totalement chiant, un hardcore tag team match entre la team 3D et Abyss, accompagné de Tommy Dreamer. La team 3D remporte ce match. Vraiment déçu, j'en parlerai dans quelques instants. Ensuite, on a un match que je n'ai pas regardé, un match féminin pour le titre féminin de la fédération entre l'actuelle championne Havok qui bat Velvet Sky. Et on termine avec le main event, Tajiri et The Great Muta battent James Storm et The Great Sanada. Alors avant de laisser la parole à Kevin et Alexandre, je vais donner quand même un petit peu mon avis. Alors la TNA, il faut savoir que je ne regarde plus, ou du moins très peu, depuis pas mal de temps maintenant. Je me suis emmerdé pendant pas mal de mois devant les storylines que je trouvais de plus en plus déprimants, donc j'ai arrêté, tout simplement. Mais là je m'y suis remis, je me suis dit peut-être que, on sait jamais, je vais avoir à nouveau un coup de cœur pour la TNA. Eh bien non, c'est pas ça du tout. Le match qui sort du lot pour moi, c'est évidemment Samoa Joe, Kaz Hayashi et Loki. Ce trio match est vraiment excellent. Je trouve que c'est le meilleur match de la soirée, juste avant Minoru Tanaka contre Manic. Donc ça, c'est les deux gros matchs pour moi de la soirée à regarder. Sinon, en général, j'ai trouvé le show assez plat, ennuyant. Le match entre la Team 3D, Abyss et Tommy Dreamer, je suis un grand fan de la Team 3D. Franchement, c'est mon équipe préférée, pour vous dire. Mais alors là, j'ai jamais vu un match aussi merdique de leur part.
Je me suis fait chier, j'ai failli m'endormir pour vous dire. Et puis à la fin, le blabla que nous fait la Team 3D, non, c'était vraiment du pipeau, de la grosse merdasse. J'ai envie de dire, parce que je vais pas aller plus loin sur la carte, parce que moi j'ai pas trouvé ça excellent, et j'étais déçu de Sanada quand même, parce que je l'ai vu en solo à la Chikara, et je le trouve vraiment monstrueux. Là j'ai été déçu de sa prestation, sinon ça fait évidemment plaisir de voir Tajiri et puis The Great Muta, hein. Mais sinon, le show en lui-même est donc très bof, et on a surtout l'impression d'avoir un show vraiment américanisé. Franchement, les Japonais là me font pas du tout croire que ce sont des fans japonais. Si on regarde des matchs à la NJPW, à la Noah ou à Dragon Gate, tout ça, enfin je veux dire, on ressent là avec ce show de la TNA que c'est vraiment américanisé. Et l'autre couillon qui est déguisé en préservatif géant à décoration Japon là en blanc avec un rond jaune et son panneau TNA Land, là j'ai envie de lui dire mais arrête de foutre de notre gueule, t'as été payé, c'est pas possible. C'est Voilà. peut-être Mike qui t'es pas content de pas être présent. Ah non mais franchement là il y a des trucs, c'est pas possible de se dire que les gars n'ont pas été payés pour chanter parce qu'il y a des chants qui ne sont pas du tout typiques du Japon. Les Japonais, enfin moi de ce que j'entends, n'ont pas pour habitude de faire des chants déjà en anglais. Hein. Je regarde quand tu regardes, moi je regarde principalement la Noah quand il y a des étrangers qui viennent, je les vois pas, même s'ils aiment bien le gars, faire We want Intel ou Let's go Intel. Non, ils crient que le nom. Donc déjà là, je me suis dit ok, d'accord, très bien. Enfin bon, ça m'a perturbé cette façon dont la TNA a fait le show et je me suis senti mal du coup. Donc voilà, rien de spécial à dire, show très bof. Je vais donc laisser à présent la parole à nos deux experts de la TNA et on va commencer par Alexandre. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord ce que tu as pensé évidemment du show, hein, avant d'entrer vraiment dans tes détails. Dans l'ensemble du show, j'ai trouvé que l'ambiance était très bizarre, effectivement. Ça m'a aussi marqué de voir des fans japonais qui avaient des chants vraiment très américains, surtout quand il y a eu la Team Trudy qui rentrait, où on avait des chants Get the Tables, on avait des chants Easy Dub. Ça m'a paru quand même très bizarre. J'ai remarqué qu'il y avait une bonne partie du public qui était américain aussi. Pas les premiers rangs, mais sur les côtés, il y a quand même beaucoup d'Américains. Enfin, américains, tout du moins anglophones. Oui. Et donc c'est vrai que c'était particulier et ça se voit par rapport au dernier match Great Muta Tajiri contre James Storm et Sanada où j'ai trouvé que l'ambiance était beaucoup plus plate et ça se demandait s'ils n'ont pas vraiment voulu mettre en avant le côté américain, les catcheurs américains. EC3 a été applaudi, même s'il n'est pas, comme il dit, big in Japan, il est beaucoup plus applaudi qu'aux États-Unis. MVP par contre il a été énormément applaudi. Il a quand même une carrière à la NJPW. Ouais, MVP revenait un peu là dans un contexte où il était vachement apprécié aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que lui, il a une carrière au Japon qui est quand même assez importante. Donc, les chants étaient plus d'un côté, mais sur le reste, c'était assez bizarre l'ambiance générale. Après, pour ce qui est des matchs en eux-mêmes, il y a du bon et il y a du très mauvais. Le Team 3D contre Abyss et Tommy Dreamer, je me suis dit que ça partait bien et finalement, le match est quand même très très bof. C'est la déception. C'est la déception, mais en même temps, ça revient avec ce que je disais. Les TLC, ils jouent sur le côté, on remet Tommy Dreamer, on met la Team 3D ensemble. Ça a été fait jusqu'à la moelle depuis 20 ans. C'est encore le dernier match, Tommy Dreamer qui vont une interview, c'est encore le dernier match, alors qu'on se doute qu'il y en aura encore. Leur carrière n'est pas pour l'instant finie. Et j'ai beaucoup de mal et j'ai pas trouvé qu'il y avait d'innovation, qui nous ressortait exactement la même chose, qui nous ressort depuis des années et très décevant. Très très décevant. Le match féminin, j'ai pas regardé non plus. Je suis coupable aussi, j'ai pas vraiment regardé ce match-là. J'ai vu qu'il était expéditif. Mais pour ce qui est des bons points, les matchs TNA Wrestle One étaient bien. Le Manic Minoru Tanaka était vraiment bien. EC3, l'interview d'EC3 et même la façon dont il vend le match contre Hama était vraiment drôle. J'ai vraiment trouvé que c'était drôle. Alors c'est peut-être pas le but d'un match de catch, mais pour le coup, c'était différent. MVP Kazuma Sakamoto était vite torché, c'est peut-être le seul qui était un peu décevant. Et puis après, il y avait le Loki Kazayashi contre Samoa Joe qui était vraiment très bien aussi. Mais ça restera derrière moi pour le match pur Wrestle One, le Andy Wu et El Hijo del Pantera, qui étaient deux catcheurs que je connaissais très peu et qui étaient juste magnifiques comme match. Ah, juste pour information, il faut savoir que 3 des matchs quand même du pay-per-view sont classés dans le fameux classement Meltzer. Là, je dis très mal en plus son nom lui d'ailleurs.
On a évidemment le Minoru Tanaka contre Manik à 3 étoiles. Le trio match pour le TNA X Division Title, 3 étoiles aussi. Et on a 3 étoiles aussi pour ce fameux tag team match dont tu viens de nous parler. Donc voilà, il y a quand même du bon dans ce pay-per-view. Mais voilà, c'est pas, les matchs qu'on pouvait peut-être un peu plus attendre. Par exemple, en effet, le match avec la Team Trudy ou même le main event, c'est vraiment pas du tout ceux qui ont marqué. Donc, Alors, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, sinon on va laisser Kevin en parler, peut-être. Je peux rajouter Kevin pour parler. D'accord, Kevin, à toi. Donc, moi déjà, ça on va revenir après, mais la carte, voilà, moyen. Ils ont voulu faire ça au Japon, c'est très bien. Le souci, c'est que à part le main event, il y a aucune feud qui est suivie. C'est dommage pour ce qu'ils appellent leur plus gros pay-per-view de l'année. Et bon, sinon je vais passer vraiment à la carte en elle-même. Le show se regarde, il est sympa. Il y a des bons matchs. Surtout très mauvais. Je crois qu'on est tous les trois d'accord. Le Team 3D contre Abyss et Dreamy Dreamer, c'est vraiment la grosse déception de la soirée, quoi. Comme vous, des gens nous ressortent du réchauffé qui est réchauffé. Et en plus, le match est plat, en fait. Ils ont voulu nous vendre des spots avec des punaises, des tables, mais il y a une espèce de faux rythme dans ce match. Il est lent. Il y a quelque chose qui va pas dedans, quoi. Il se passe rien. En fait, il y a une action, il y a 3 minutes, il se passe rien. Il y a une action, il y a 3 minutes, il se passe rien. Donc, arrive un moment, les coups, ça a pas du tout le même impact que ce que ça devrait avoir, hein. Et sinon, le match pour moi de la soirée, c'est quand même le Samoa Joe Kazayashi Loki qui a été juste énorme. Trop court, à mon goût. Ouais. Pour moi, c'est le genre de match, parce que je vois en plus là il a duré 10 minutes, il aurait pu durer au moins 15 minutes. 15 minutes. Il y avait du potentiel derrière. Ah oui, mais carrément. Il y avait du très gros potentiel, et la petite déception, c'est quand même Kazayashi. Kazayashi qui a fait plus de figuration qu'autre chose quand même dans le match. Ouais. On a surtout mis en avant Samoa Joe et Loki, mais c'est vrai que mis à part ça, c'est vraiment un match qui a été bon, quoi. Bon, pareil, le match féminin, j'ai fait comme vous, j'ai fait l'impasse. Parce que moi, le catch féminin, déjà, ça fait 2. Et alors, en plus, avec Velvet Sky, ça fait 3, même 4. Et donc voilà. L'opener entre Minoru Tanaka et Manik, en plus, il y a une petite histoire derrière, parce que si je dis pas de conneries, Tanaka était un peu le mentor de TJ Perkins, qui se cache sous le masque, c'est dur à dire, de Manik. Et il y avait le mentor, ou alors c'était la première personne qu'il a affronté quand il est venu au Japon, et il y avait ce petit côté là qui jouait un peu pour rendre le match sympathique. EC3, pour moi, EC3, c'est la future grande star de la TNA. Futur champion. Il y a pas à chien, il fait des très bonnes promos. Dans le ring, il est pas dégueulasse. La promo qu'il a fait là avant le match, je l'ai trouvé énorme. La façon dont il a battu Sting, Kurt Angle, Bully Ray, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié. Le match en lui-même, voilà, il garde EC3 invaincu, c'est normal. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Le match en lui-même, on a eu EC3 contre Rikishi du Japon. Hein. Voilà. Hein. C'est vrai. Ni plus ni moins, hein. Sauf que Ama fait pas de super kick. Bon, voilà. MVP Sakamoto, Sakamoto m'a déçu. Il a pas fait grand chose d'extraordinaire dans ce match. Et pareil, le match était assez rapide. Le tag team match 100% Wrestle One, c'est vrai que j'ai failli faire l'impasse dessus. Au final, je me suis dit, je vais quand même regarder un peu ce que ça a donné. Donc, j'ai pas regardé vraiment le début. Je m'y suis plus mis vers la moitié. Et j'ai vu des bonnes choses, des choses qui m'ont plu. Alors, par contre, j'ai oublié c'est lequel entre Kuroshio et Kodama qui catchait en veste. C'est Kuroshio, je crois. Mais il m'a impressionné. Franchement, de ce que j'ai vu, j'étais adepte. Maintenant, on va voir par la suite ce catcheur-là, si j'ai l'occasion d'en voir plus, ce que ça va donner, mais j'ai bien aimé. Alors, justement, on va voir un autre aspect maintenant du pay-per-view. Juste avant d'en parler, Kevin, juste pour confirmer en effet que Tanaka, c'est bien le mentor de TJ Perkins. Oui, voilà. Il y a bien un fond implicitement à ce match.
Donc c'est peut-être aussi pour ça que le match est si bon, parce qu'ils doivent se connaître assez bien, donc on a un peu ton match dernier. Ça se Tu ressent. disais tout à l'heure en début de ta petite review hein, du show que la carte était bof. Alors peut-être que toi justement, ou même Alexandre, peut-être que vous avez des cartes en tête que vous auriez aimé voir à la place de ce qu'on vous a servi ici à la tienne. On va commencer par Kevin, tiens, t'étais dedans. Et oui, carrément, moi, pour moi, Bound for Glory, l'association avec la Wrestle One me dérange pas du tout. C'est pas là le problème. C'est comme j'ai dit au début, on a mis des matchs pour dire de match des matchs. Bon. Moi, ouais, j'aurais dû faire la carte en fonction des storylines actuelles, plus des matchs invités, à la limite, un ou deux matchs casés comme ça, sans vraiment de fond derrière, mais pas plus. Donc moi, c'est vrai que j'avais fait une petite carte pour moi, qui comprend 9 matchs, et je les aurais mis dans cet ordre-là. Donc déjà, pour commencer, j'aurais fait un match X-Division, un three-way X-Division, juste pour dire de chauffer un peu la foule, de commencer le show comme il faut, avec Tigre Uno, Manik et DJ Zima. C'est peut-être du revu de ce qu'on peut voir en Impact Wrestling en semaine, Ouais. mais ça aurait permis de chauffer la salle correctement, parce que les trois là sont vraiment pas mauvais, et ça aurait pu faire un bon match. En second, j'aurais mis un match hardcore tag team, mais pas avec le même protagoniste qu'on a eu là. Là, j'aurais plus mis Gunner et Samuel Shaw contre Bram et Magnus. Pareil, hein, en fonction de ce qu'on peut voir actuellement. Ça aurait eu un sens logique, sachant que Samuel Shaw est plus ou moins en feud avec Bram actuellement à la TNA. Ensuite, j'aurais mis un EC3, par contre. J'ai pas vraiment trouvé l'adversaire. J'hésite entre Eric Young ou Austin Harris. Je savais pas trop qui mettre contre EC3, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça aurait pu donner encore une victoire en plus de prestige à EC3 dans sa carrière latinée, surtout que ça marquait les 1 an de sa présence là à la fédération d'Orlando. Hein. Ensuite, en 4, j'ai mis le match X-Division qu'on a eu droit à Bound for Glory, hein, Samoa Joe, Loki contre Kazayashi, que j'ai trouvé très beau. En 5, j'aurais mis un MVP Kenny King contre Dreamer et Rhino, mais vraiment pour caser les 4 en fait. Je ne savais pas où les mettre dans la carte, et c'était vraiment pour les caser sur la carte, et bon, à la limite, même s'il n'y a pas trop d'histoire derrière, pour 1 ou 2 matchs, c'est pas encore trop gênant que ça puisse arriver comme ça. En 6, j'aurais mis un match de knockout, je suis pas fan, mais c'est pour dire d'en avoir un, sauf que j'aurais mis Madison Rayne à la place de Velvet Sky, surtout qu'elle a gagné un title shot, ça aurait été logique. Ensuite, j'aurais mis le TLC entre les Wolf, Team 2D et les Hardys à Bound for Glory. Faire la finale à Bound for Glory, après qu'on soit fan ou pas de reprendre le concept, soit être plus marquant que le faire en show semaine. En avant-dernier, j'aurais remis le Storm Sanada contre Tajiri Great Muta, parce que là, il y a du sens à ce match. Le match en lui-même, voilà, il m'a pas plus marqué que ça, mais le match a du sens. Et en main event, j'aurais vraiment mis Bobby Roode contre Bobby Lashley. Roode, c'est vraiment le mec qui est dans le title picture, là, qu'on voit, qui pourra peut-être détrôner Lashley. On aurait dû avoir ça en main event. Et oui, mais je pense qu'ils voulaient copier la WWE, tu sais, pas mettre leur champion au pay-per-view. Voilà. Petit clin d'œil à un Brock Lesnar qui ne sera pas Hell in a Cell, évidemment. D'accord, alors pour ta carte, Kevin, Alexandre, est-ce que ta carte, si toi tu en as une d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que tu n'en as pas, mais est-ce que si tu en as une, est-ce qu'elle se rapproche plus ou moins de celle de Kevin? Un peu comme Kevin, j'aurais pris par rapport au ressort de la TNA. J'ai plus ou moins pensé déjà à caser et à voir avec le roster de la TNA. Ne sachant pas quel catcheur de la WrestleMania j'aurais pu mettre avec quel catcheur de la TNA. Voilà, il y a des fusions qui sont bien faites comme Manik et Tabuka, mais les connaissant passés, j'aurais plus fait une carte TNA parce que c'est le pay-per-view de la TNA quand même. C'est quand même une bonne for glory. Moi personnellement, je vais pas mettre d'ordre forcément, sauf pour 1 ou 2 matchs, mais le Team 3D, Wolf et Hardys, je l'aurais mieux aussi à Bound for Glory. Ça me semblait logique de mettre la finale de le Full Metal Mayhem à ce moment-là. Ce serait une logique, ou un TLC tout court, ou un Full Metal Mayhem, peu importe, mais vu comment il a été construit, c'était important. Ça aurait été très très bien en mid-card pour Bound for Glory. Après, j'aurais une Battle Royale de Knockout, parce que je vois pas vraiment de championne, je vois pas vraiment d'adversaire pour Avoc. Le match de Bound for Glory est plus pour la consolider en tant que monstre de puissance, donc une Battle Royale aurait été très bien pour ça aussi.
Great Sanada, James Storm et Great Muta Tajiri, je l'aurais laissé aussi, bien évidemment, parce qu'il est logique, ce match, il a vraiment un sens. À voir rajouter Manik dans le lot ou pas. Ça aurait pu être intéressant de mettre Manik aussi dans le lot. Pour ce qui est du match X Division, j'aurais plus vu un match à élimination entre Samoa Joe, Loki, Tigre Ono, DJ Zima, Homicide, Manik, Kenny King, Osiaris et ça pour faire le début de Tyrus. Alors je ne sais pas s'il est arrivé sur les enregistrements Impact, mais le début de Brodus Clay aurait été intéressant pour moi de faire à Bound for Glory. Parce que voilà, Samoa Joe, Tyrus, ça aurait été, même si je ne suis pas fan de Brodus Clay ou Tyrus, au niveau puissance, ça aurait pu être un affrontement un peu plus brutal. Parce qu'il n'y a pas grand monde dans la division pour l'instant, ou pour le titre X Division, qui soit vraiment fort. Pour terminer, j'aurais mis un EC3 Rockstar Spud en match de l'échelle pour un contrat. Parce que j'ai envie que Rockstar Spud soit viré, tout simplement. Ah bon, pourquoi? Parce que je peux pas le blairer, il me saoule. D'accord. C'est difficilement plus simple. Il a des très beaux jolis costumes, mais il a tellement peu de crédibilité que je veux plus le voir là. Je peux plus le voir là. Et pour le dernier match, mais j'ai encore 2 autres matchs à caser. J'en ai écrit beaucoup des matchs. J'aurais bien vu un Eric Young, Bobby Roode, Gunner et Samuel Shaw contre Anderson, Rhino, Magnus et Bram, même si Rhino actuellement n'est pas un heel. Mais j'aurais bien aimé un match hardcore comme ça. Et 4 contre l'autre. Un match de la ménagerie qui est vraiment absente et j'aurais bien aimé une faction qui soit contre la ménagerie. Donc pour faire une faction débile, j'aurais bien vu Abyss, Sharkboy, Bobby Roode et Gail Kim contre la ménagerie. Juste pour avoir un Sharkboy Crazy Steve, un Abyss contre The Freak et Bobby Roode contre Knox, ça aurait été, je trouve que ça aurait été des bonnes rivalités. Et Gail Kim aussi contre, je ne sais plus le nom de la femme qui est dans la ménagerie. Rebel. Merci. Et pour le final, ce que j'attends depuis un moment et ce que j'aurais aimé voir à Bound for Glory, c'est un MVP Bobby Lashley. MVP est l'un des rares gros catcheurs à pas avoir de chance pour le titre, même si Bobby Lashley est son poulain. Mais MVP étant big au Japon, à mon avis, il a atteint tout ce qu'il voulait atteindre. Bobby Lashley l'a affronté, il a détruit tout le monde. Je pense qu'il veut sa chance. Et ça aurait été bien qu'il l'ait à Bound for Glory, qu'il gagne ou qu'il gagne pas après ça. Bon, voilà, mais dans la course au titre, je pense que MVP est vraiment le prochain et il aurait déjà dû l'être à Bound for Glory. Alors voilà donc avec les cartes d'Alexandre et de Kevin. Alors peut-être justement vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes d'accord avec eux, peut-être pas, peut-être que vous avez aimé l'intégralité de Bound for Glory et si c'est le cas, eh bien dites-nous comment vous avez fait. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à dire ce que vous avez pensé de ce show et si vous aussi vous avez des cartes que vous auriez aimé voir au lieu de ce qu'on vous a donné, n'hésitez pas aussi à les écrire. Donc vous pouvez faire ça directement en dessous du podcast sur Facebook. Ou alors la même chose toujours en dessous, mais sur YouTube. Voilà. Nous, on va terminer avec la TNA ici, et on va passer tout de suite à un autre sujet bien plus difficile. Vous allez voir. On se retrouve tout de suite après ce jingle. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Read my lips. You're fired. Eh bien ça y est, nous sommes de retour dans Rob Break et je vous l'ai dit à l'instant, nous allons à présent parler d'un sujet un peu plus difficile. Pourquoi difficile? Eh bien simplement parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce dont nous allons vous parler. Eh oui, mais pour le moment c'est vrai que ça ne vous dit pas de quoi on va vous parler. Eh bien sachez qu'à présent on a envie de parler avec vous de la Global Force Wrestling. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la JFW, parce que c'est plus court quand même, c'est la nouvelle fédération de Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, ancien WWE, ancien fondateur de la TNA et membre actif qui aujourd'hui a décidé de voguer vers de nouvelles aventures et donc il se lance à la conquête du catch encore une fois, mais ce coup-ci avec une nouvelle fédération. Ça fait exactement 7 mois qu'il nous tease le début de cette fédération. On ne sait toujours pas qui fait partie de cette fédération, nous on ne sait toujours pas comment cette fédération va arriver sur les écrans, mais a priori par pay-per-view. En tout cas on sait qu'en 7 mois notre ami Jeff Jarrett a décroché plus de 13 partenariats, enfin non, pas plus, mais 13 partenariats, excusez-moi, dans le monde entier. On a par exemple au Japon la New Japan Pro Wrestling, vous l'avez vu, Jeff Jarrett a rejoint le Bullet Club là-bas. En Australie, la Explosive Pro Wrestling, la PWA Australia, la Riot City Wrestling, la Wrestle Clash.
En Europe, on a la British Premier Wrestling en Écosse, la Emerald Wrestling Promotion en Irlande, la NGW New Generation Wrestling en Angleterre, hein, la Revolution Pro Wrestling toujours en Angleterre, la Westside Extreme Wrestling en Allemagne. Alors ça c'est la grosse fédération du continent européen hors Angleterre, c'est vraiment incontournable. En Nouvelle-Zélande, on a la Impact Pro Wrestling. Au Mexique, on a la Lucha Libre AAA. Et en Afrique du Sud, la World Wrestling Professionals. Donc, avec tous ces partenariats, on ne sait quand même pas ce qu'il veut nous faire, notre Jeff Jarrett, mais on sait qu'il a envie de concurrencer la TNA pour sûr, et pourquoi pas la WWE. Alors, est-ce que vous, Kevin et Alexandre, vous pensez que Jeff Jarrett peut revenir avec une fédération vraiment puissante et avoir un impact tel que déjà, il détruit la TNA après un pay-per-view, et ensuite part au cul de la WWE, tel le fantôme de la WCW. Mais je vais commencer. Allez Kevin. Franchement, je sais pas. C'est vrai que c'est très interrogatif comme fédération pour l'instant. On n'a pas vraiment de nouvelles à part les partenariats. Bah, c'est déjà pas mal, je me dirais, mais on sait pas vraiment le projet du truc. On n'a aucune idée des catcheurs qui y seront. On peut juste faire des suppositions. Bon, déjà, on est en partenariat avec la NJPW et en tant que, maintenant, si je dis pas de bêtises, là, il s'est présenté comme président du Bullet Club. Bon, déjà, tout ce qui est AJ Styles et le reste du Bullet Club, il y a de fortes chances de les voir là-bas, si ce n'est que quand ça démarrera. Pareil, la WXW, mais alors là, moi, ça va être mon coup de cœur, c'est de voir Tommy End là-bas. Ouais, c'est génial. Mais clair et net, parce que ce mec, c'est juste de l'or en barre. Ouais, c'est intriguant. Intriguant comme fédération, j'ai hâte de voir les débuts. Maintenant, je ne sais même pas s'il y a une date de début encore donnée ou pas. Mais... Mystère, Jeff Jarrett est le roi du mystère. Alors, de ton côté, Alexandre, est-ce que tu as peut-être une idée sur ce qui pourrait se passer quand Jeff Jarrett va arriver avec la Global Force Wrestling? Alors, je suis pas plus dans les petits papiers de Jeff Jarrett que toi ou Kevin, donc je sais pas ce qu'il cherche à faire. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec tous les partenariats qu'il a, il part sur tous les continents. Ça dépend où il veut partir. Est-ce qu'il veut partir sur attaquer les fédérations américaines ou attaquer le catch en général? Je pense qu'une multimondiale travaillant sur tous les continents, étant en partenariat tous ensemble avec des catcheurs qui tournent, ça peut très bien rivaliser indirectement avec la WWE sans forcément l'attaquer de face. Ce qui serait casse-dent, vu qu'on a vu toutes les fédérations qui ont essayé de s'attaquer directement se sont cassées la gueule très rapidement. Hormis la WCW, mais Dieu merci, Mick Foley était à la WWE. Donc ça peut très bien être tout simplement une manière de prendre le pouvoir petit à petit au niveau international et donc cibler sur des fédérations qui sont au niveau national, régional, etc. Placer, faire venir par exemple un AJ Styles au-delà du Japon, le faire venir dans toutes les fédérations un peu partout dans le monde, donc ça peut le faire comme ça, parce que voir des fédérations japonaises sortir du Japon, c'est rare. Voir AJ Styles arriver en Australie, arriver en Angleterre, arriver en Allemagne, arriver, etc., ça peut être intéressant. Maintenant, s'il s'attaque aux grosses fédérations, TNA, WWE, même si c'est pas son but pour l'instant, enfin je pense, ce serait déjà d'attaquer la TNA, parce que la TNA, c'est quand même la fédération qui prend le plus de catcheurs indépendants à l'heure actuelle et qui mise en tout cas sur des partenariats avec les catcheurs japonais, comme la GFW. Et donc, après la WWE, mais est-ce qu'il a de quoi s'attaquer à la WWE, à NXT, tout ça difficile à c'est vrai que pour la TNA, oui, voilà, je pense qu'il peut aller, si c'est son but, il peut aller à l'assaut de la TNA assez facile. Ouais, bah, voilà, déjà les partenariats qu'il crée, il suffit que la Wrestle One voit plus d'intérêt à aller avec Jeff Jarrett, j'allais dire AJ Styles, mais avec Jeff Jarrett. Et ça peut très vite se casser. Ça me fait rebondir sur ce sujet de tout à l'heure, vu que la rivalité Great Muta, à mon avis, James Storm est terminée. Il n'y a plus trop d'intérêt à avoir un partenariat Wrestle One TNA, donc qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Et du coup, est-ce que Jeff Jarrett se mettrait pas dans la brèche pour récupérer des catcheurs et créer un nouveau partenariat? Surtout qu'au vu des rumeurs qu'on peut voir, il y a plusieurs catcheurs de la TNA qui pourraient être intéressés à y aller, vu que niveau ressources salariales, c'est pas le top en ce moment. Aussi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est mieux
pour cette fédération de débuter en mode pay-per-view, comme l'a fait la TNA à ses débuts, ou alors directement d'arriver en weekly? Moi, je pense que poser la fédération avec un pay-per-view, ça peut le faire, et enchaîner avec des weekly directement. Si après c'est faisable pour eux, hein, mais pas refaire comme la TNA à faire un pay-per-view par semaine. Ils vont se tuer financièrement directement. Mm. Moi, c'est mon sens. Pas forcément un pay-per-view par semaine, mais un par mois, tu vois, histoire de placer quand même la fédération, montrer ce qu'ils valent, montrer ce qu'ils veulent faire aussi, avant peut-être de s'attaquer sur un show weekly. Après, est-ce que financièrement parlant, justement, déjà, la JFW a les moyens? Ça, on ne sait pas, mais quand même, vu les partenariats pour lesquels ils sont en train d'opter, forte chance qu'ils aient quand même un peu de sous derrière pour se permettre de faire du weekly. Ouais. Moi, personnellement, je pense comme Kevin, partir sur c'est tellement attendu, on sait tellement pas ce qu'il va faire que partir sur un PPV, c'est tout à fait faisable et c'est rentable. À mon avis, le monde du catch va un peu s'arrêter à ce moment-là parce qu'on n'a pas vu quelque chose d'aussi haletant depuis très longtemps et quelque chose d'aussi intriguant. Faire un weekly par la suite, après, c'est une possibilité. Maintenant, il faut voir vraiment l'intérêt des partenariats. S'il fait un weekly, il faut qu'il y ait un roster. S'il y a un roster, comment il va catcher tous les catcheurs de toutes ces fédérations dans son roster qui sera principal, on va dire. Après, je pense qu'il va proposer des contrats uniques pour la Global Force Wrestling sur certains lutteurs. Je pense que c'est même obligatoire si après, d'ailleurs, en parlant de roster, est-ce que vous avez comme ça en tête un nom, à part AJ Styles et Tony End, qui pourrait rejoindre directement le roster de la JFW? Et aussi, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en fait tout ça, soit un gros flop? Parce que c'est bien beau de faire de la promo, mais il faut assurer maintenant. Il va falloir qu'il assure le jour où est-ce qu'il va lancer son show. On va commencer par le roster rapidement, et puis ensuite on réfléchira à cette question. On va commencer par Alexandre. Tiens, est-ce que tu as une idée de qui est-ce que toi tu aimerais voir dans ce roster? Étant dans les partenariats ou en règle générale, qui est un catcheur On va rester dans les partenariats pour moi, avec les fédérations pour lesquelles j'ai pas forcément de nom en tête parce que c'est AJ Styles qui revient forcément qui me revient forcément à l'esprit, voilà, avec le Bullet Club. Donc j'ai pas du coup il y aurait tout le Bullet Club, il y aurait pas juste AJ Styles, mais il y aurait tout le Bullet Club pour moi qui serait vraiment l'une des forces dominantes et qui serait directement dans le même roster. Donc les Young Bucks, il me semble qu'ils sont au Japon à l'heure actuelle encore. Petit doute sur ça, mais voilà, s'ils sont partis du Bullet Club, c'est vraiment les Young Bucks que je verrais bien démarrer et j'espère perdurer dans cette fédération et pas être racheté par la WWE. De ton côté, Kevin? Ouais, moi comme je dis, voilà, c'est vraiment le coup de cœur, le Tommy End. Sinon, même les Sumerian Death Squad, en manière générale, un truc qui est totalement faisable au jour d'aujourd'hui, vu les résultats du show de la WXW d'hier, Peter Fisher et Luca Di Leo. C'est vrai qu'ils sont les nouveaux champions de la WXW hier, donc le 18 octobre, un nouveau champion en équipe, en effet. Bravo à eux d'ailleurs. C'est exactement. Bravo à eux. Et on a le droit de se mettre à rêver de pouvoir les voir dans une fédération comme ça. Ce serait génial. Ouais, ce serait beau. Génial. Alors évidemment, hormis donc ces fédérations que l'on connaît plus ou moins, la NJPW et puis la WXW, en Angleterre, on a quand même de très bons gars. Ils sont un peu partout, mais là, je vais rester donc sur la New Generation Wrestling, la NJW. On a des gars vraiment sympas. On a Dave Mastiff, qui est vraiment un mec assez imposant. On a des mecs comme El Ligero, qui me fait un peu penser un peu à El Generico, sans vraiment l'être, mais sur l'attitude un peu voltigeur, tout ça. On a un ancien de la TNA, Mark Haskins, quand même, qui est vraiment très très agréable à regarder dans un ring. Pour moi, la grosse surprise dans le catch en Angleterre, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, c'était Nathan Cruz. Et ce mec a vraiment un potentiel énorme pour moi. Et avec Haskins, c'est vraiment deux mecs que j'aimerais bien voir passer au niveau supérieur. Après, je sais pas, il y a des mecs comme Zack Sabre Jr. que j'aimerais bien voir aussi, qui commence à faire son nom aux États-Unis, qui l'a fait essentiellement aussi au Japon déjà. C'est une grande star en Europe. Pourquoi pas le signer? Ça pourrait être très bien. Après, évidemment, je rejoins vos avis de roster pour ce qui est le Bullet Club et puis
la WXW, hein, ça, y a pas de souci pour ça. Mais en Angleterre aussi, voilà, on a de gros talents. Donc, c'est un peu aussi le moment de permettre à ces gens de s'exposer et de monter au niveau supérieur et donc d'avoir la reconnaissance qu'ils méritent, je pense. Et après, c'est vrai que si je peux juste rajouter deux noms, là, je pense on les voit un peu partout en Europe en ce moment, London et Kendrick aussi. Oui, c'est vrai qu'ils tournent un peu partout en ce moment et qu'ils arriveront là pour la première fois en France, si je ne me trompe pas, hein, c'est la première fois le 8 novembre au show de Westcatch. Alors justement, on va arrêter sur le roster, on va se poser la question maintenant, est-ce que tout ça pourrait faire un flop en réalité? Est-ce que Jared pourrait se planter? Ah, bah, oui, il n'y a jamais de risque zéro, hein. C'est si le produit le jour où le produit va être mis en place, qui va nous présenter, si ça plaît pas pour X raison, voilà, que ce soit côté production ou autre. Alors Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, après, ça dépendra de ce qu'il propose. Est-ce qu'il vise vraiment un niveau, au niveau mondial? Et dans ces cas-là, ça va être comment il va jouer avec ses partenariats, parce que ça va être aussi difficile de garder 13 partenariats pour l'instant. En tout cas, sur la durée, enfin, c'est quand même rare de voir des fédérations, 13 fédérations qui se joignent à une seule grande fédération par partenariat, sans être acheté, sans être un peu forcé de le faire. Donc c'est voir sur la durée combien il va tenir financièrement. Je pense que la première chose, ça va être d'avoir un retour financier, parce que pour avoir tous les talents qu'il va avoir, il va forcément devoir avoir beaucoup d'argent qui tourne. Maintenant, ce qui pourrait être un flop, c'est nous faire croire et nous dire bon, on va proposer un gros truc et finalement qu'il n'y ait pas la production derrière pour Ouais, voilà. tous ces nouveaux talents qui pourraient être découverts aux yeux du monde, qui pourraient être découverts dans plusieurs pays et qui pourraient révolutionner un peu le catch et rééquilibrer en tout cas dans tous les pays allemands, les pays anglais, et les remettre sur le devant de la scène un peu partout. Il faut que ça marche. Il faut que ça plaise à beaucoup de personnes et ça, on ne sait pas si ça plaira ou pas. Moi, j'espère qu'il a retenu la leçon de TNA et qu'il fera pas les mêmes bêtises. Voilà, même juste c'était pour terminer le mot de la fin par Kevin. Alors, on parlait là donc de la Global Force Wrestling, mais il faut savoir que ce n'est pas non plus la seule fédération qui va bientôt faire ses débuts. Hein. On a prochainement, fin octobre, le 29, si je ne me trompe pas, la Lucha Underground, qui va faire donc ses débuts sur El Rey Network. Alors El Rey Network, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle chaîne de télé, enfin ça fait quelques temps maintenant, du réalisateur Robert Rodriguez. Hein. Il a lancé cette chaîne, lui est un grand fan de catch, et donc il a décidé de monter sa propre fédération, donc la Lucha Underground. Donc ça débute le 29 octobre, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis. On a un roster mélangé entre donc lutteurs indépendants américains principalement et du Mexique. Donc un peu, c'est un mélange donc avec le catch américain et la lucha libre, donc tel que la AAA. Donc on a des lutteurs actuellement dans cette fédération qui sont signés, c'est donc des weekly, c'est déjà enregistré. On a des mecs comme B-Boy, Brian Cage, Chavo Guerrero, Famous B. On a aussi Johnny Mundo, hein, vous connaissez plus sous le nom de John Morrison à la WWE. On a aussi Ricochet par exemple, Hernandez. Enfin, voilà, on a quand même déjà du beau monde hein, de signer là-bas. On a comme arbitre Rick Knox, hein, donc le grand Rick Knox sera là à la Lucha Underground. Et au niveau des commentateurs, on a Matt Striker et Vampiro. Hein. On a aussi un peu de catch féminin, hein. Par exemple, on a Ivelisse. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, elle était à NXT par exemple, donc elle est passée par la case WWE. Donc voilà. Là, c'est vraiment une fédération plus indépendante qui va arriver, sûrement plus dans le style de la lucha libre, donc plus voltige qu'autre chose. Avec la Lucha Underground, on pourrait surtout se demander si la Ring of Honor n'a pas du souci à se faire. La TNA aussi, mais un peu moins, quoique. Parce que c'est pas non plus le même le même impact. Mais on va commencer la Ring of Honor. Est-ce qu'elle doit craindre la Lucha Underground? On va commencer par Alexandre, ce coup-ci. Sachant qu'elle propose quelque chose de différent, voilà, il y a Robert Rodriguez derrière. Ce qui va être rigolo de voir s'il peut faire des scénarios de catch, alors ça, ce serait énorme. Vu les derniers scénarios qu'il a pu nous pondre.
Je pense pas que ce soit un rival principal à la Ring of Honor. Je pense qu'on est plus un mix entre d'anciens noms, de nouveaux noms, du catch mexicain, du catch américain. Voilà, on a le Chavo Guerrero qui a quand même une sacrée réputation depuis, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant qu'il est connu aux États-Unis. Ouais. Donc il y a Johnny Nitro ou John Morrison qui sont présents. El Hijo de Fantasma, moi que j'attends beaucoup parce que c'est un catcheur que j'avais déjà vu et qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, on a de l'ancien, on a du nouveau, on a beaucoup de voltigeurs, on a quand même beaucoup de catcheurs qui sont adeptes de ça, de la lucha libre. Donc je le vois pas encore directement comme un rival de la Ring of Honor qui propose peut-être un peu plus de choses, qui est pas spécialisé. Donc du coup, je suppose que c'est encore moins un rival pour la TNA. On va faire ça rapidement et après on va laisser la parole à Kevin. Non, je pense que ça fait partie de ces fédérations qui proposent un produit différent. Qui sont pas des fédérations qui vont forcément faire énormément d'argent, mais qui vont avoir beaucoup de catcheurs indépendants et voilà, ça va être un produit différent pour moi, ça va être quelque chose de différent, je les classerai pas dans la même catégorie, tout simplement. D'accord. Et de ton côté, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, est-ce que la Ring of Honor ou la TNA devrait avoir peur de la lucha underground? Moi, je pense pas, parce qu'ils vont quand même proposer quelque chose de différent. Je pense pas que le but de la lucha underground ce soit d'aller taquiner la ROH. Je pense qu'ils ont vraiment envie de faire leur truc et plus dans l'optique d'exposer la AAA sur le sol américain en fait. Je crois que c'est plus ça l'objectif vraiment du truc que d'aller concurrencer les feds indie américaines déjà bien implantées. Maintenant, niveau du produit, de ce que j'ai pu voir dans les vidéos teaser, alors le contexte, la façon dont c'est filmé, l'endroit où c'est fait, ça m'a directement fait penser à la Wrestling Society X. Mais directement. Oui. Produit qui avait été proposé par MTV il y a quelques années en arrière. Maintenant, j'espère que ce sera bien mieux, parce que c'est vrai que c'était assez bancal comme produit. Ils ont un bon roster. Ils ont des mecs, voilà, t'as repassé ça en review tout à l'heure, Aaron Aguilera, B-Boy, il y a même Big Rick qui est Ezekiel Jackson, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Oui, de mémoire, c'est ça, oui. Brian Cage, parce que Brian Cage is a fucking machine, tout simplement. Évidemment. Prince Puma qui est le ricochet de la PWG et de la NJPW, Neur qui fait une excellente année 2014. Hein. Et non, il y a de quoi faire des bonnes choses. J'attends de voir les tappings, ce que ça a donné, parce que c'est vrai que ça m'intrigue aussi comme fédération. L'ambiance en tant que telle, j'aime bien. La personne qui se présente comme gérante de la fédération, ce gros côté mafieux avec la mallette, j'adore. Franchement, je trouve ça énorme. Et ouais. Et donc alors, voilà, il faudra voir. De toute façon, on va en reparler un premier épisode, donc le 29 octobre. On risque d'en parler dans les épisodes qui arrivent du podcast. Moi, j'ai hâte de voir Danny Trejo, parce que Danny Trejo va participer à la lucha underground. Je sais pas quel rôle il va avoir, mais il y a des photos de lui sur le ring. Donc j'ai hâte de le voir, parce que Danny Trejo, voilà, c'est Danny Trejo. Personne ne peut le battre, hein. Voilà. Je veux dire, si un jour la fin du monde arrive, j'appelle Danny et c'est bon, hein. On est sauvé. Chuck Norris mexicain. Ah voilà, c'est ça. Ah attends, là j'ai un dream match. Danny Trejo contre Chuck Norris. Franchement, je vais appeler Rodriguez, on va voir s'il peut nous organiser ça. Donc évidemment, comme je l'ai dit, on reparlera de la Lucha Underground prochainement. On espère aussi parler prochainement à nouveau de la Global Force Wrestling. Hein. Jeff Jarrett, si tu peux te dépêcher à sortir quelque chose, ce serait vraiment sympa. C'est la fin de cet épisode, de ce 4e épisode du podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à l'épisode, donc soit sur Facebook, soit directement sur YouTube. On n'a pas encore de compte Twitter, mais ça va pas tarder, je vous rassure. Avant de vous laisser, avant de vous quitter, on va quand même faire le Petrus Fantasy Match. Je vous rappelle, le Petrus Fantasy Match, un autre ami Petrus que vous connaissez par ses live reports, un des shows auxquels il est allé, a décidé de lancer il y a quelques temps, donc les Petrus Fantasy Match, dans lesquels donc il oppose 2 lutteurs qui sont encore en activité ou non, évidemment. Et puis ensuite, vous allez pouvoir voter et choisir vous aussi qui sortira vainqueur de ce combat. Son premier match, c'était Marcus Cornborn contre Biggie Langston. Et si lui donnait pour vainqueur Big E, eh bien vous avez choisi
sur le site directement que Biggie sortirait aussi vainqueur de ce combat. Donc voilà. Biggie grand champion, et à présent match numéro 2, et vous n'hésiterez pas là aussi à aller voter directement sur le site. L'article sera mis prochainement sur les commentaires, sur la description de la vidéo sur YouTube et directement sur Facebook. Ce second match oppose Edge à Seth Rollins. Alors, d'après vous, on va commencer par Kevin, tiens souci, d'après vous, qui sortirait vainqueur de ce combat entre Edge et Seth Rollins? Déjà, c'est vrai que c'est un gros dream match quand même au jour d'aujourd'hui. Hein. Si on prend le Edge de 2009-2010, ou on peut prendre cette période-là, Seth Rollins aujourd'hui, je pense que ça pourrait faire vraiment quelque chose d'énorme. Hein. Maintenant, Edge, ça a toujours été un lutteur que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Et je peux pas aller contre Edge dans ce match. C'est pas possible. D'accord. Je vois bien un super match qui se termine sur un spear out of nowhere et victoire de Edge. D'accord. Donc on a un Edge ici, Alexandre, et toi? Subjectivement, ce serait Edge. Je pense que je dirais tout de suite, il n'y aurait pas de souci, ce serait Edge. Objectivement, Seth Rollins, c'est quand même un catcheur qui a une bonne lecture du ring, tout comme Edge, qui est très intelligent et vicieux. Alors, pour moi, il y a deux Edge, le Edge heel et le Edge face, et j'aurais quand même tendance à dire que sur un Seth Rollins qui est heel et un Edge face, Edge pourrait perdre, mais il peut tellement nous sortir un spear de nulle part, il peut tellement sortir un execution, il peut tellement retourner un match, peu importe à quel moment de sa carrière, il était vraiment capable de faire la différence en très peu de temps et de tenir sur la longueur. Et c'est peut-être que Seth Rollins n'a pas encore eu, et voir un Edge contre Seth Rollins, ce serait un dream match. Et il n'a jamais affronté un catcheur comme ça, et je pense qu'il se ferait surprendre quand même sur la fin par Edge. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. Donc on a deux Edge, je pense qu'on va être à 3, même si je verrais bien quand même Rollins gagner, mais je pense que sur un premier match, je le vois pas gagner. Sur une revanche, oui, mais sur un premier match, je pense que Edge aura en effet cette capacité à revenir de nulle part comme ça et à mettre Rollins KO assez rapidement et assez facilement. Mais c'est vrai que c'est un match, rien qu'à y penser, ça vend énormément de rêves. Donc je donne aussi ma victoire à Edge. À présent, car c'est fin du podcast, on termine évidemment avec l'agenda pour cette fin du mois d'octobre, le 25 octobre 2014, à Saint-Just-en-Chaussée, dans le 60, l'Oise, vous pourrez assister à un show de Belisarios. Et puis le 25 octobre 2014, si vous êtes à Montréal, au Canada, vous pourrez assister au show de la NCW Femme Fatale 16, un show évidemment composé uniquement de filles. Je pense que les deux collègues ici ne seront pas les deux premiers à courir pour aller voir ce show. Voilà. En tout cas, si aussi vous avez participé à un show de catch ce mois-ci ou avant, n'hésitez pas à en parler avec nous et puis à faire partager votre expérience aux autres fans. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, facebook.com/RobBreakCatch. Et puis évidemment, vous allez sur notre site internet, tout attaché là aussi, robbreakcatch.wordpress.com. Et puis voilà, c'est parfait, vous allez retrouver tout ce qu'on vous propose, le podcast, les Petrus Fantasy Match, les live reports, les blogs de Tristan Archer et du nouveau champion par équipe de la WWE, Peter Fisher. Donc, n'hésitez pas, allez-y, jetez un œil, likez notre page, faites-la tourner à vos amis, écoutez le podcast, n'hésitez pas à donner vos avis à nouveau. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rob Break. D'ici là, vive le catch. Merci Kevin, merci Alexandre, et merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Ciao. Salut tout le monde, salut. À la prochaine. I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. What? Yes! Yes! Woo! Yes! Woo! What? Yes! Woo! 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 What? Woo! What? For the benefit of those with flash photography, Would you please shut the hell up?